Rouge et Bleu, le podcast 100% SM Caen. Une collaboration Sweet FM Ouest France avec la participation de Foot Normand. Un épisode animé par Joris Marin. Salut à tous, Rouge et Bleu est un podcast consacré au Stade Malherbe-Caen, lancé par Sweet FM et par Ouest France avec la participation de Foot Normand, place au 42e numéro. Et dire que nous pensions être redondants dans la dernière ligne droite de la saison, pas forcément. Salut Mathieu Billot de Foot Normand. Salut à tous. Il y a toujours des choses à dire sur ce club. Il y a toujours des choses à dire dans le football. On l'a vu, Malherbe vient d'embaucher un nouvel entraîneur, Michel Derzakarian. Le jour de sa présentation aux médias, Kylian Mbappé est venu à la rencontre des salariés et des supporters de Malherbe. Ça, on ne l'avait pas prévu, Mathieu Billot. Non, effectivement, on ne l'avait pas prévu. Salut Gaëtan Brière de Ouest France. Salut à tous. Gaëtan qui n'était pas revenu ici dans ce studio depuis la mi-janvier, signe sans doute qu'il attendait la fin de cette série de défaites avant de faire son retour dans l'émission. Je reviens au meilleur des moments. La présence également de Valentin Pinault de Ouest France. Salut Valentin. Bonjour à tous. Est-ce que tu vas mieux parce qu'il y a 2 semaines, c'était pas ça. Ouais, je sais. Comme Malherbe, j'étais dans un petit moment de creux au paddle, si c'est ce que tu veux dire. Ce qu'il y a, c'est que les mecs, ils règlent leur compte au paddle pendant le podcast. Mais à vrai dire, après la défaite contre Dunkerque, avant même cette partie de paddle, tu n'étais pas bien. On te sentait abattu, résigné, ouais, déjà. Peut-être. 2 semaines plus tard, c'est la même, footballistiquement parlant. Mais c'est vrai que pour le padel, 6-2, 6-2, 6-0. Bon, tu semblais touché, Valentin. Le SM Caen aurait aimé être touché par la grâce ce 22 février, sauf qu'il a été tenu en échec par Pau de partout. Un nul frustrant qui n'arrange pas les affaires des hommes de Michel Derzakarian. Avec nos débatteurs, on va naturellement décortiquer le baptême du feu du nouveau coach. Derzak, comme il est surnommé, est-il l'homme de la situation pour l'opération maintien? Il a en tout cas la confiance de l'actionnaire majoritaire Kylian Mbappé venu à Caen la semaine dernière. Retour dans ce podcast sur la venue du capitaine de l'équipe de France dans la capitale du Calvados. Un coup de cœur également, 10 jours après la Saint-Valentin consacrée à Alexis Beka. Allez, on donne le coup d'envoi de l'émission. C'est parti, zou. Fini la série de défaites après 10 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Le SMC a décroché un petit point ce samedi 22 février à Dornano face à Pau. Le score 2 partout, c'était la première sur le banc des Rouges et Bleus de Michel Derzakarian. Gaëtan Briard, Malherbe a laissé filer un succès qui lui tendait les bras. Ouais, beaucoup de frustration à l'arrivée, au coup de sifflet final. On a vu quand même des choses très très différentes des 7 matchs précédents sous le mandat de Bruno Balthazar. Moi, pour une fois, je me suis pas ennuyé. Et ça, c'est quand même un gros changement. J'ai vu plein de choses, plein de bonnes choses, plein de limites, mais en tout cas j'ai vu des choses et j'ai pas trouvé ça long comme match et c'est le gros changement je trouve avec les semaines précédentes, je pense dans l'esprit de la majorité des gens qui étaient au stade, c'est qu'on a vu du football, on a vu des erreurs, mais le football c'est fait aussi d'erreurs, mais moi j'ai vu une équipe qui était engagée, qui a pas triché, qui s'est investie de la première à la 90e minute. C'est très insuffisant encore pour gagner un match, je pense, ça c'est mon avis personnel, que ce sera très insuffisant pour se maintenir en Ligue 2, mais en tout cas il y a eu du changement. Tu penses comme Jules Godin, voilà, on peut pas passer directement du noir au blanc, faut passer par le gris. Ce club aurait besoin de passer du noir au blanc vu sa situation au classement et c'est pour ça qu'à mes yeux ça suffira pas, mais effectivement ils partent de tellement loin que je suis complètement d'accord avec ce constat qui était d'ailleurs une des phrases fétiches de Stéphane Moulin quand il était là. C'est impossible de passer d'une équipe qui n'arrive pas à ce point là à jouer au football à une équipe qui va faire des miracles sur le terrain. En fait c'est difficile, moi je trouve, de réussir à retirer du positif de ça. Alors oui, on a vu une équipe plus énergique avec de l'intensité, etc. Sauf qu'on ne peut pas sortir de ce match du contexte en fait, et que prendre un point, il y a un grand auteur qui a écrit dans Ouest France ce week-end que prendre un point c'est mieux, mais c'est pas bien. Tu te cites ? Non, c'est toi. mais c'est pas encore assez, et c'est pas du tout assez parce qu'aujourd'hui je pense qu'on ne pourra juger les prestations de Malherbe qu'à l'aune de ses résultats. Puisque l'urgence est telle que tant que Malherbe gagnera pas, on ne pourra pas dire que c'est bien. De l'engagement, Mathieu Billot, de l'intensité, de l'énergie et l'envie de bien faire, mais c'est pas suffisant. Non, de la vie, une équipe qui a montré de l'envie et qui est encore en vie, même si ça tient sur un fil. Mais t'as vu ça? J'ai raté ma vocation. Mais surtout une équipe qui aujourd'hui affiche un déficit technique vraiment affligeant
et qui est faible derrière, faible défensivement, faible dans son animation défensive. Et bon, c'est vrai que c'est une série de défaites. En face, j'ai envie de dire, c'était que Pau qui sortait quand même d'une raclée à domicile contre Rodez 5-0. Pas l'impression que c'était l'équipe la plus séduisante de Ligue 2. C'était mieux, mais c'est largement insuffisant. Et pour rejoindre Gaëtan, toujours pareil, même discours qu'il y a 2 semaines ou qu'il y a un mois. À part un miracle, je ne vois pas comment Malherbe repartira en Ligue 2, à moins d'un éventuel repêchage. Mais on est encore très très loin du compte. Malherbe, en fait, toujours plombé aussi par ses erreurs en défense. Là, c'est Brahim Traoré doublement fautif puisqu'il est à l'origine des 2 pénaltys obtenus et transformés par les Palois. Ouais, qui fait partie des joueurs, Brahim Traoré aujourd'hui, qui ont plongé mentalement. Il avait voulu prendre un petit peu le bâton de leader il y a quelques semaines, il nous l'avait dit, parce que peut-être il avait fait le constat qu'il n'y avait pas grand monde dans ce vestiaire qui était capable de se saisir de l'urgence et de mener un peu cet effectif. Mais il est très jeune, il reste très jeune. Je pense qu'on retient tous finalement une bonne saison de Brahim Traoré aujourd'hui en Ligue 2. C'est maigre, ça reste maigre pour prendre les rênes d'une équipe qui cherche à se maintenir en Ligue 2. On a bien vu que quand on se rappelle du Brahim Traoré qu'on a connu à Malherbe, c'est pas possible d'arriver à ce niveau-là sans une perte de confiance. Donc c'est frustrant. Il y a aussi le penalty d'Alexandre Mendy qui est raté. L'arbitrage était globalement à côté de la plaque. Moi j'ai plutôt trouvé qu'il était à côté de la plaque et que Malherbe aurait pu en profiter plutôt que Pau. Ils se sont pas saisis de ces occasions-là. Ils se retrouvent à 2-1 en leur faveur, en supériorité numérique. Dans leur situation, il n'y a pas le droit de pas prendre 3 points. Sauf qu'encore une fois, je pense qu'ils choisissent pas. Je pense que l'investissement, moi je l'ai vu jusqu'à la 90e minute, on a vu des joueurs complètement cramés au coup de sifflet final. C'est pas un choix, c'est pas une volonté. C'est qu'il y a une équipe qui manque de confiance dans tous les domaines. On parlera du coach tout à l'heure, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si vous prenez les 2 derniers matchs entre Moussunda, Traoré et je rajoute, comme Gaëtan a raison, Mendy qui loupe le penalty, on se dit quand même qu'avec n'importe qui sur le banc, donc il y a des erreurs comme ça, Malherbe n'y arrivera pas. Et la vraie question, c'est comment réussir à gommer ça. Je crois que c'est Jules Godin qui a donné 2-3 pistes pour essayer de gommer ces erreurs, en parlant notamment de travail tactique. Il y a aussi un travail qui peut être fait sur le mental, mais comment vous voulez gagner un match quand il y a au moins une erreur à chaque fois d'un défenseur qui coûte un but? Sans parler des expulsions. Là, on a eu Romain Thomas, précédemment, c'était Brahimi ou encore Henry. Et ça aura des conséquences sur les semaines à venir. Vous allez jouer à Clermont, là, un match qui est, on dit à la vie et à la mort depuis des semaines, mais sans Romain Thomas, ce qui est quand même pas neutre. Puis Laval sans Mendy. Donc ça a des conséquences. Mais pour revenir à samedi, ce que je trouve très paradoxal, c'est que vous prenez quelqu'un de l'extérieur qui connaît pas le classement, qui connaît rien de la situation du stade Malherbe, vous le mettez au stade, ou avant le match, dans les rues de Caen aux abords du stade, à aucun moment il ne peut deviner que cette équipe-là est dernière avec 10 points de retard. Moi j'ai vu une ambiance de fête pendant 90 minutes, j'ai vu des supporters qui ont fait des chants pour l'arrivée du quart du stade Malherbe. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir ce contexte-là. Et vraiment, moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions sur plusieurs séquences, avant tout grâce au public samedi. T'as versé ta petite larme, non? J'ai failli. J'ai failli. Et quand je vois par exemple qu'il y a 15 300 personnes à Caen pour la Lanterne Rouge, alors que Lorient, qui est en très bonne position pour monter en Ligue 1, avait 13 000 personnes au stade, ce qui est bien, mais ce qui est moins que le stade Malherbe, je me dis quand même qu'on fait face à un énorme gâchis. Enfin, c'est assez hallucinant. Je crois que c'est lors du dernier épisode où on disait que le public était le meilleur acteur de Malherbe depuis le début de la saison. Je crois que là ils ont encore passé un cap. Ce qui s'est passé samedi, c'est quand même presque du jamais vu, j'ai l'impression, pour un dernier de Ligue 2. On va écouter le coach Michel Derzakarian. C'était après ce match nul frustrant contre Pau de partout. J'ai trouvé des garçons qui ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils sont bien battus. Tout le monde a adhéré au discours qu'on a fait à la causerie. Et je vous dis, il n'y a que la première mi-temps où au niveau technique on était dans l'engagement, on y était, mais après techniquement on n'a pas été très bon. En deuxième mi-temps c'était mieux. Oui, bien sûr que ça prend beaucoup. L'équipe prend trop de buts. Oui. Faut qu'on arrive à faire des clean sheets un peu, parce que si on veut gagner, il faut avoir une bonne défense aussi. Il faut bien défendre. C'est pas que les défenseurs. Il faut que collectivement, il faut que l'équipe défende bien mieux. Ouais. Vous aurez reconnu Michel Derzakarian et aussi Mathieu Billot. Mathieu, dernier clean sheet du SMC le 2 novembre et ce succès 2-0 face à Bastia. Il y a souvent un lien d'ailleurs entre le fait de qu'encaisser de but et de gagner. Dernière victoire. Voilà, non, mais on va y revenir. Vous ne ferez jamais rien si vous prenez autant de buts et si vous faites autant d'erreurs, et peu importe que ce soit Brahim Traoré, Alex Moussouenda, Romain Thomas ou je ne sais qui, vu qu'il se passe un petit peu le relais des erreurs individuelles. Voilà, ce qui peut interpeller, c'est qu'il y avait un mercato d'hiver il n'y a pas si longtemps que ça, et que je pense que une des priorités, ça aurait été de solidifier cette équipe. Alors ça a essayé d'être fait avec l'arrivée assez rapide d'Alex Moussouenda. Bon, on est un mois et demi plus tard.
Il a peut-être pas renforcé l'équipe. Force est de constater que à ce jour, c'est un échec. On ne sait pas pour demain, mais à ce jour, c'est un échec. Et peut-être qu'il aurait fallu insister plus que ça, parce que la question là se pose sur le match à la vie à la mort de Clermont, de savoir qui vous allez mettre derrière, vu que Romain Thomas est suspendu. Vous avez un garçon comme Emmanuel Entim qui est blessé une séance sur 2 ou un match sur 2. Qui n'était pas dans le groupe. Qui n'était pas dans le groupe. Choix, ouais. Donc après, vous pouvez relancer Alex Moussouenda, mais c'est un qui fait plutôt peur qu'il rassure. Gocho. Voilà, vous pouvez, Didi Gocho, que Dieu sait que je l'adore, mais bon, techniquement, il fait partie des joueurs en grande délicatesse quand même samedi après-midi. J'ai pas vu un contrôle à moins de 4 mètres. Donc là, on se dit quand même que peut-être les mots de l'équipe ont pas non plus été très très bien identifiés sur cette zone de jeu. Ou alors, ils ont été bien identifiés, mais le mercato a pas été assez bien fait pour les résorber, ces mots-là. Ouais, quand vous prenez 5 mecs et peut-être qu'il fallait prendre peut-être 2 mecs derrière, c'est facile à dire avec le recul, mais bon là, sur les derniers matchs, c'est quand même affligeant toutes ces erreurs là, quoi. On le disait, un dernier clean sheet du SMC le 2 novembre, Nicolas Seub était encore l'entraîneur de Malherbe. C'est pour montrer que ça remonte. Michel Barnier était encore le Premier ministre de la France et Morgan Huguen n'avait pas encore 30 ans. Elle appréciera. Le national se rapproche un peu plus. Malherbe, toujours lanterne rouge à 9 points du barragiste Clermont. La formation auvergnate, justement, qui va recevoir le SMC ce vendredi 28 février. Clermont qui n'est pas dans une grande forme. Clermont qui n'a plus gagné depuis le 10 janvier. Voilà, donc match à la vie, à la mort pour ces deux formations. Bataille des clopés. Depuis en 2025, Malherbe a pris l'habitude quand même de relancer les éclopés. Notamment Clermont. Voilà, il y a plusieurs exemples. Ouais, il y avait déjà eu Clermont, tout à fait. Lors de la phase aller, fin de la phase aller. Effectivement. Donc, à voir en fait s'ils vont être enfin capables de répondre à la commande, pour citer un ancien entraîneur du Stade Malherbe. Sous Michel Barnier. Michel Barnier. Mais oui, non, à la vie à la mort, moi, voilà, c'est un avis personnel. Pour moi, il est trop tard. Après, j'espère me tromper et qu'en mai, tout le monde sera heureux d'avoir connu un ascenseur émotionnel. Mais s'il y a encore une petite fenêtre pour se donner un peu d'espoir, c'est Clermont, effectivement. Michel Derzakarian l'a dit là aussi en conférence de presse d'après-match. Il faut gagner 7 ou 8 matchs si on veut se sauver. Il en reste 10. J'ai trouvé que c'était son passage de la conf qui plantait le mieux le décor pour la suite. Il faut gagner 7 ou 8 matchs sur 10 pour une équipe qui en a gagné 4 sur 24. Clair, net et percutant, tout en sachant que vous allez affronter des prétendants à la montée, le Paris FC, Lorient et Metz, et puis aussi des rencontres capitales face à des formations comme Martigues ou encore le Red Star. Voilà, donc rencontre capitale dans l'opération maintien. Pour Mathieu Billot, le maintien en Ligue 2, c'est certainement définitivement envolé ce samedi. À vrai dire, tu le penses depuis un petit moment, toi, Mathieu. Alors, sportivement, oui, parce que on y reviendra plus tard, mais le choix de changer une nouvelle fois de coach a été fait, à mon avis, compte tenu des résultats 2 semaines trop tard, pour laisser une chance à ce nouveau coach, qui aujourd'hui est Michel Derzakarian. Maintenant, pour moi, il reste une chance, elle est administrative, vu qu'on entend beaucoup parler des difficultés éventuelles financières de nombreux clubs. Sauf que pour être repêché, il faut pas être dernier, faut être avant-dernier, qu'aujourd'hui Martigues a quand même 5 points d'avance, si je me trompe pas. Faut espérer que le club qui finira barragiste en Ligue 2, Clermont-Hainaut, se sauve sportivement face au 3e de National. Et que si, malheureusement, pour un club de Ligue 1, Ligue 2, il est amené à couler financièrement, que Malherbe sera repêché. Voilà, c'est à peu près le seul scénario que je vois pour que Malherbe reparte en Ligue 2, un petit peu ce qui s'était passé pour 3 cette saison. Je trouve que ce serait vraiment le plus moche, quoi. Enfin, je veux dire, rester en Ligue 2 pour un truc administratif. Mais t'es obligé de te raccrocher à ces branches-là. Le maire de Caen, Aristide Olivier, il l'a évoqué chez nous. J'ai même pas envie d'y croire, j'ai même pas envie de. Je veux dire, si sportivement vous terminez 17e ou 18e de Ligue 2, vous avez rien à faire en Ligue 2 l'année d'après, autant faire monter le 4e de National qui. Oui, mais c'est pas les règlements, donc il faut se raccrocher. T'as envie de voir Malherbe en National Non, j'ai pas envie de. Non, moi je me dis qu'il y a encore 10 matchs, que si Malherbe bat Clermont, ça fait 6 points, et que sur un malentendu, ça peut passer, quoi, et que oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, comme dirait un grand philosophe. On sait jamais ce qui peut se passer. On va en parler tout à l'heure. Michel Derzakarian est là. Peut-être que là ils ont stoppé l'hémorragie. Peut-être qu'un réel miracle peut se passer. Rêver d'une descente hémistraphie, ça me fait pas rêver pour le coup. Justement, zoom sur la première sur le banc du SMC de Michel Derzakarian. Analysons ses choix. La composition en 4-2-3-1, c'est la formation préférentielle de ce coach. Ouais, tout à fait. Ouais.
formation préférentielle, avec des vrais choix aussi, Michael Le Bihan notamment sur le terrain, Bilal Brahimi, Jules Godin sur le côté gauche, plutôt que Quentin Lecoeuf qui avait même pas été retenu dans le groupe pour le coup. Davila Baloua aussi. Davila Baloua, tout à fait, la recrue, qui avait touché au bout de 25 minutes 3 ballons et que j'ai trouvé particulièrement inquiétant. Pour une recrue qui est... Parce qu'encore une fois, tout dépend quelles sont vos ambitions du mercato et ce dont vous avez besoin. Dans la situation du Stade Malherbe, pour moi, vous avez besoin de joueurs qui doivent apporter des choses très très concrètes tout de suite. Et là, pour l'instant, en cela, c'est un gros échec ce mercato d'hiver à mes yeux, parce que si ces joueurs-là, ils sont bons dans un mois et demi, on n'en aura rien à faire en fait. Il sera trop tard. Il faut que ces joueurs-là, ils soient bons maintenant. Et aujourd'hui, en dehors de Jules Godin qui, pour moi, a fait son premier vrai gros match en faisant quasiment 2 passes décisives samedi, il s'est rien passé. Ouais, ou alors s'il s'est passé des choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'Alex Moussunda, il a planté 2 ou 3 buts. Et puis t'as 2 joueurs sur le flanc. Samuel Grand-Cyr, Yacine Benraou, des joueurs qui jouaient pas dans leur club. On les fait arriver à Caen, on leur demande d'être titulaires tout de suite. Grosse surprise, ils se blessent. Pour moi, pour l'instant, c'est vraiment un constat d'échec quasiment sur toute la ligne, en dehors de Jules Godin. De toute façon, Jules Godin, il était à sa 3e titularisation de suite, il me semble. Ça veut dire que, lui aussi a eu besoin de temps pour se remettre en selle. Donc c'est déjà sachant que c'était le joueur qui avait le plus joué parmi les recrues. Et quand la commande était que ce soit performant tout de suite, même pour Jules Godin, ça vaut pas. Après Baloua, une titularisation, on va pas le juger trop. Il a obtenu le coup franc du bien, si je me trompe pas. Je trouve qu'il a fait un bon premier quart d'heure. Il a fait un bon premier quart d'heure en deuxième mi-temps. Ouais, tout à fait. Ça va forcément demander des réflexions. Non, moi je me pose une question sur le 4-2-3-1 préférentiel de Michel Zakarian. C'est est-ce qu'on va pas se retrouver avec exactement la même problématique que sous Nicolas Seub, c'est-à-dire que est-ce que les ailiers tant utiles dans ce système et en tout cas tant nécessaires à la réussite de ce système-là, est-ce qu'on va pas se retrouver face au fait que encore une fois aucun va être performant et que quand on va continuer de se casser les dents. Et puis au-delà d'être performant, c'est exactement ce qu'on a vu pour moi samedi, c'est que Nicolas Seub avait un problème, c'est que ses ailiers ne prenaient pas la profondeur. Qu'est-ce qu'on a vu en première mi-temps samedi ? Des ailiers qui prennent pas la profondeur. Ou alors qui essayent de la prendre. Davila Baloua, il a beaucoup demandé le ballon en profondeur, il a pas trop été servi. Mais pour moi, on est retombé exactement sur les mêmes problèmes qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une absence de verticalité. Parce que le 2-2, il est rassurant dans le sens où il stoppe l'hémorragie, mais moi, j'ai pas trouvé assez de motifs de satisfaction dans le jeu en fait, et dans la capacité à se créer des occasions. Pas un but dans le jeu encore sur ce match-là. Il y a déjà 2 buts. c'est déjà pas mal. Miracle. Ça, c'est un premier miracle. Sur coup de pied arrêté. Qu'on a souvent critiqué les coups de pied arrêtés qui étaient mal tirés. 2 buts sur coup de pied arrêté. On est pas loin. Une première depuis le 22 novembre. On n'est pas loin du champagne. Marqué autant. Mais en fait, vous avez peu ou prou la même équipe que sous Nicolas Seub. C'est ça. Au final, vous avez pris 5 mecs au mercato. Il y en a 2 qui sont actuellement pétés. Alors, je sais pas si on revient bientôt. Yacine Benraou, on l'a vu faire un footing la semaine dernière. Vous en avez un, vous l'avez fait jouer, Moussouenda. Bon, il a fait que des bêtises, donc forcément, vous le mettez sur le banc, ce qui paraît logique. Voilà, donc il vous en reste 2. Donc Jules Godin, effectivement, qui est le seul joueur aujourd'hui qui semble capable d'apporter une plus-value, notamment à travers la qualité de ses coups de pied arrêtés. Et donc un joueur qui a fait sa première titularisation, comme Dival. Bon, on va attendre un peu avant de le juger, même si la première n'a pas été phénoménale. Mais sinon, les choix de Michel Zakarian, moi j'appelle presque pas ça des choix en fait. Oui, vous regardez le groupe, et c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à mettre ? Sinon, en ailier, il y avait Godson qui était pas dans le groupe. Les choix, il se portait plus sur les latéraux à la limite. Il a choisi Valentin Henry plutôt que Laminci, et il a fait le choix de partir à 4 derrière plutôt que partir à 3 parce qu'il aurait pu. Pour moi, il y en a un autre, c'est de mettre Mvila sachant qu'il est blessé. Oui, mais sachant que moi j'ai trouvé que c'était pas loin d'être. Ça a été pas loin d'être le meilleur. C'est un vrai choix de le mettre. L'autre choix fort, c'est de mettre Mvila et de pas mettre Noël Le Breton titulaire. Ça, c'est un vrai choix aussi. Même si, comme tous les joueurs de Caen, il a un peu la tête dans. Enfin, il y en a qui sont titulaires et qui ont la tête dans le Oui, mais faut bien en mettre 11. Il y a aussi le choix de se priver de Godson Kireme. Là, pour le coup, on l'évoquait ce week-end d'ailleurs, et on se disait quand même que ça doit pas être facile à gérer pour lui mentalement. Quand on se rappelle de sa saison dernière, où il a quand même eu des statistiques, il disparaît complètement des radars. Lui, c'est un joueur de percussion, pour le coup, un des rares, mais qui a perdu complètement la confiance au fil des semaines. Ouais. Il y a un autre choix aussi, alors j'ai pas eu l'info réellement de ce qui s'était passé, mais c'est Quentin Lecoeuf qui, pour moi, était en tout cas susceptible d'entrer dans le groupe, voire d'être titulaire, et qui est resté en tribune. Ouais, mais après, c'est une logique à mon avis, c'est une logique de groupe. À partir du moment où vous décidez, mais le vrai choix, c'est de mettre Jules Godin titulaire. Et de prendre Laminci sur le banc. Et c'est plus logique de mettre Laminci, qui est plus polyvalent que Quentin Lecoeuf, il peut jouer quasiment que
latéral gauche. Laminsi, on peut voir qu'il peut jouer latéral, même milieu offensif. Vous pouvez même dépanner. Val-Henri peut basculer à gauche si vous avez un souci avec Jules Godin et vous mettez Laminsi. Donc là, le vrai choix, c'est de décider de mettre Jules Godin plutôt que Quentin Lequeuch. Après, la surprise vient plus du fait quand même qu'il y a encore peu de temps, à mes yeux, Quentin Lequeuch faisait partie des 2 ou 3 joueurs qui arrivait à faire des matchs consistants, qui était quand même, en tout cas devant les médias, je trouvais un des leaders de cet effectif qui assumait la situation. Il passe de statut de titulaire plutôt satisfaisant à mes yeux à hors du groupe. Ce qui est assez radical, je trouve, mais après c'est un choix, c'est un choix du staff. Après encore, sur la première de Michel Darzacarian, moi je suis ni chaud ni froid quoi en fait. Il a fait mieux que Balthazar. Déjà. Il a fait 1 point, il a marqué 2 buts, c'est énorme. En un match. Il pouvait pas faire pire parce que la gamelle n'existe pas au foot. Donc on peut partir des points. Je cite Romain Thomas, déclaration après le match face à Pau. Il parle du coach, il va je pense augmenter l'intensité sur les séances d'entraînement aussi pour qu'on puisse reproduire les efforts durant les matchs. Il semble plutôt ravi de ce changement, le capitaine du SMC. Je sais pas s'il est vraiment ravi du changement parce qu'il dit aussi qu'il aimait beaucoup la méthode portugaise, même si ça n'a pas porté ses fruits. Après oui, Romain Thomas il est dans son rôle de capitaine, il fait passer aussi, je pense, les messages que le coach lui a demandé de faire passer, ou en tout cas si j'étais coach, je lui aurais demandé de. Ça ressemble quand même au discours classique des joueurs quand un nouveau coach arrive. Non, moi, ce qui me plaît plus dans ce que dit Romain Thomas, et je pense qu'il a totalement raison, c'est que il dit aujourd'hui rien de plus peut être fait autour de nous pour que ça marche en fait, en citant le nouveau changement de coach, la venue de Kylian Mbappé dont on parlera après, les supporters. Franchement aujourd'hui, si les joueurs sont pas face à leurs responsabilités aujourd'hui, je vois pas quand est-ce qu'ils le seront. Ce qui est certain, c'est que le profil de Derzac tranche radicalement avec celui de ses prédécesseurs. On le rappelle, c'est le 3e coach de la saison au SMC. Mathieu, tu t'es entretenu avec des connaissances, des anciens collègues de Derzacarian pour mieux cerner l'homme et le coach. Et voilà la chose suivante, voilà la chose qui revient, un homme droit, intègre, loyal. Oui, alors après ceux qui suivent un peu le foot, je pense pas qu'ils découvrent Michel Derzacarian. Ça fait quand même... je sais pas, j'ai vu 2007, ça fait 20 ans qu'il coach au plus haut niveau, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, quasiment sans interruption, dans une demi-douzaine de clubs différents, et notamment Nantes et Montpellier, qui sont ces deux clubs de cœur, parce qu'il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur aussi dans ces 2 clubs-là. 2 montées en Ligue 1 avec Nantes. Oui, non, mais voilà, c'est un coach qui a beaucoup marqué le FC Nantes récent, le FC Nantes de Valdemar Kita, même s'il a plus trop de bonnes relations avec la famille Kita aujourd'hui. Voilà, c'est quand on cochait on faisait le descriptif des qualités ou des prérequis que devrait avoir un nouveau coach, il les remplissait tous. Donc il a l'expérience du haut niveau, il connaît le championnat, il a déjà repris des équipes en cours de saison, il sait ce que c'est la lutte pour le maintien parce qu'il a souvent joué en Ligue 1. Il était libre, parce qu'il y a une qualité aussi indéniable à ce stade de la saison. C'est son nom entre guillemets, malgré la situation catastrophique du SMC, rassure un petit peu tout l'environnement du club, y compris les supporters. Moi, ce que je me demande, c'est comment on peut passer, et ça c'est pas contre Bruno Balthazar, mais comment passer de Bruno Balthazar coach à Michel Derzacarian coach, parce que je pense qu'il n'y a pas plus opposé dans la description des coachs. Et surtout, je comprends que Michel Derzacarian était déjà pisté à Noël. Alors, je me dis, c'est quoi le processus de recrutement qui font que sur la même liste, il y a Michel Derzacarian et Bruno Balthazar. Ou alors, on était parti sur plusieurs projets et finalement, on en a choisi un plutôt qu'un autre. Ou il y en a un qui s'est décliné, donc on a opté pour l'autre. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de fil conducteur. Je pense que justement, en décembre, ils ont fait un choix fort. Et c'était est-ce qu'on essaye de se maintenir avec un profil d'entraîneur qui va être celui d'un entraîneur pragmatique, c'est-à-dire qui va blinder derrière parce que c'est ce qu'avait demandé quand même aux joueurs Michel Derzacarian, ou alors est-ce qu'on essaye de s'en sortir par le jeu avec un entraîneur plutôt dogmatique. À partir de là, je pense que le board a fait un choix clair, peut-être même en pensant à l'année prochaine, en se disant peut-être que dans 1 an j'aurai envie d'avoir une équipe qui joue plutôt qu'une équipe qui est plus prudente, on va dire, même si c'est pas totalement un coach défensif Michel Derzacarian. Le fait est qu'ils ont choisi une option, que cette option ils se l'ont plantée et que du coup ils se sont dit on va peut-être tenter l'autre, je pense. Après ils ont pas fait ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont aussi pas fait Michel Derzacarian cet hiver parce que il venait aussi de sortir de Montpellier, qu'il avait peut-être en octobre dernier qu'il a été envoyé de Montpellier, peut-être pas assez frais mentalement encore, souffler un peu, etc. Donc on n'a pas non plus tous les paramètres de la prise de décision. Non, mais on est d'accord quand même que c'est quand même 2 options de football totalement différentes. Oui, après tu peux explorer différentes options et différents profils justement au moment où tu étudies. Bon, force est de constater que ça n'a pas été une réussite, l'option Bruno Balthazar. 51 jours sur le banc du SMC, 7 matchs, 7 défaites. Non, mais aujourd'hui, c'est une décision et une erreur de casting que les dirigeants assument.
Le président l'a dit en conférence de presse. À mes yeux, c'est une des grosses raisons qui font qu'il est trop tard aujourd'hui. Et que l'écart semble trop important à combler. Parce que alors je dis pas que ça aurait fonctionné à merveille avec Michel Derzakarian, personne ne le sait. C'est juste que en se trompant sur le coach qui a suivi Nicolas Seub, ils ont perdu 7 x 3 à 21 points. Ce qui est énorme dans la lutte pour le maintien. Et aujourd'hui, on voit qu'au moment où Bruno Balthazar prend ses fonctions, vous êtes barragiste. 16e sur 18. Tout à fait. Et depuis, c'est passé quoi ? Il y a des équipes comme Ajaccio qui ont pris leur envol, qui se retrouvent à 10, 12 ou 14 points de vous. Et vous êtes toujours là, tout en bas. Et aujourd'hui, il reste 10 matchs. Et tout laisse à penser que Malherbe va se retrouver en national la saison prochaine. Ouais, peut-être que en plus de l'erreur de Bruno Balthazar dont on parlait, il y a aussi peut-être l'erreur de timing de l'avoir sorti. On s'est tous étonnés qu'il ne l'ait pas fait déjà une semaine plus tôt. 2 semaines même. Moi je pense que depuis ce qu'on a vu à 3, c'était. Et en gros, si vous faites le choix d'aller prendre l'entraîneur dogmatique, vous savez qu'il changera pas. Donc si au bout de 5 matchs, votre entraîneur dogmatique il a pris 0 points, et ben c'est pas avec la même recette qu'il va en prendre d'autres. Donc pourquoi pas essayer de le sortir plus tôt aussi, quoi. Michel Derzakarian qui arrive avec un adjoint, David Bechkoura, qui est normand, natif d'Elbeuf en Seine-Maritime, ancien défenseur central formé au FC Rouen, passé par la formation du PSG, également par la formation monégasque. Voilà, en tant qu'éducateur, en effet, avant de découvrir le monde pro, aux côtés de Michel Derzakarian, à Brest, puis à Montpellier. Oui, voilà, un homme de confiance de Michel Derzakarian. Un choix assez logique. Maintenant, voilà, c'est logique. Tous les coachs viennent au moins avec minimum un adjoint, sauf un à Caen, et ça lui a pas trop réussi. Jean-Marc, si tu les écoutes. Voilà, mais voilà, Bruno Balthazar était venu avec Guillermo Ramos. Je le prononce pas aussi bien que le président Zidamoud. Voilà, le président Zidamoud maîtrise mieux. T'as pas révisé ton portugais, toi. Mieux les langues étrangères que moi. Y a pas de mal en même temps, mais voilà, donc c'est logique. C'est un adjoint qu'on a vu très actif sur les séances d'entraînement, même y compris sur le match. Moi, j'ai trouvé qui donnait beaucoup de consignes. Dans le replacement des joueurs, qui donnait beaucoup de consignes. Donc ça, je trouve ça plutôt positif. Voilà. Maintenant, c'est toujours la question. Voilà, c'est tapis sur le match de vendredi et après il sera peut-être temps déjà de préparer la suite. Kylian Mbappé au chevet du SMC. Le jeudi 20 février, le capitaine de l'équipe de France est apparu à Caen pour la première fois depuis son rachat du Stade Malherbe. Après avoir déjeuné en compagnie de la direction, des joueurs et du staff, il a pris le temps de discuter avec les supporters. Écoutez Kylian Mbappé s'exprimant le jeudi 20 février devant les médias sur le parking officiel de Dornano et expliquant les raisons de sa présence. Je voulais venir bien avant, mais c'était pas possible, je pense. Être au contact des joueurs, du staff, des salariés, que les gens savent à quel point ça compte pour moi d'être ici et que le club a une place importante pour moi, donc c'était important d'apporter mon soutien encore plus dans la situation actuelle. Je pense que c'était tout à fait naturel de venir aujourd'hui. En face de moi, j'ai vu un groupe qui n'était pas du tout résigné, qui était motivé à l'idée de se maintenir, à l'idée de changer cette situation qui est négative sur le plan des résultats, mais je pense qu'avec la qualité de cet effectif et avec le soutien des supporters et la solidarité de tout le monde, je pense qu'on peut faire quelque chose de grand et cette semaine peut être fondatrice pour la suite de la suite. Le football a démontré que rien n'est impossible. L'expérience que j'ai eue dans le football, vous avez pas mal d'exemples qui vous ont semblé impossibles et qui se sont passés. Gaëtan Briard, Kylian Mbappé semble avoir relancé une vague d'espoir rien que par sa présence. Ouais, tout à fait. C'était une semaine finalement très paradoxale pour une lanterne rouge qui est décrochée dans la lutte pour le maintien. Il y a eu l'arrivée de Michel Derzakarian et puis il y a eu cette journée du jeudi qui a accaparé tout le monde et beaucoup de médias notamment. Les supporters aussi, ça les a attirés. Forcément, Kylian Mbappé, propriétaire du SM Caen, qui vient pour la toute première fois à Caen au lendemain d'un triplé mémorable en Ligue des Champions. Ça fait un petit peu de bruit avec son jet privé. Oui, ça a détonné finalement dans cette espèce de morosité autour du club où on a l'impression qu'il peut plus rien se passer sur le terrain, que c'est inéluctable. Et puis, vous avez la grande figure du foot français qui vient parler à Caen, qui vient échanger avec les supporters, qui parle aux médias, qui parle aux joueurs, qui parle au staff, qui parle aux partenaires, qui parle aux éducateurs. Donc forcément, ça crée une espèce de vague d'espoir parce que surtout avec ce qu'il est en train de faire sur le terrain, les gens se disent inconsciemment que tout est possible avec lui plutôt que sans lui. Il a parlé du fait que rien n'était impossible dans le foot. Il a dit aussi qu'il avait besoin de soulever des montagnes et que ce club était capable avec ses supporters. Et je pense que les mots choisis sont très justes. Aujourd'hui, ce club a besoin de soulever des montagnes pour espérer s'en sortir. Mais pour revenir à Kylian Mbappé, moi j'ai bien aimé sa prise de parole, à l'image de ce qu'il fait finalement dans sa carrière de joueur. Qui n'était pas prévu au départ. Qui n'était pas prévu, effectivement. Et au-delà de sa prise de parole sur la SM Caen, ses prises de parole dans les médias français sont très très rares depuis quelques mois. Il l'avait fait la veille au soir
à Canal+, après son triplé. Sinon, il y avait eu Click, et en dehors de ça, c'était très bientôt très rare. Rouge et Bleu. Si Depuis Kylian nous écoute, et Kylian, il se murmure effectivement que Joris, tu vas obtenir l'interview avec Kylian Mbappé. Je vais partir en vacances en Espagne au mois de mai et je vais les frapper à sa porte. Donc bravo à toi. En tout cas, il a marqué en un match 3 fois plus de buts que le SMC de Balthazar en 7 rencontres. Ouais, il a un peu de talent entre les pieds, le petit père. Peut-être plus que tout l'effectif du SMK en réuni d'ailleurs, mais bon, c'est normal. Il boxe pas dans la même catégorie. Comment a été perçu ce déplacement, Mathieu, par les joueurs, par le staff? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Des infos, non, mais visiblement, ça a été très très bien perçu. Voilà, ça a redonné un petit coup de boost. Enfin, voilà, il sait très bien ce qu'il fait. Pour moi, c'était un peu une opération séduction qui a très très bien fonctionné. J'ai l'impression qu'il y avait un peu une liste et il a coché toutes les cases de manière parfaite et sans donner l'impression qu'il se forçait. Donc voilà, donc je viens voir les joueurs, le staff, l'ensemble des salariés. Il faut bien préciser, l'ensemble des salariés. Voilà, il a eu un discours très positif. Voilà, sur un peu la lignée de ce qu'on a entendu, comme quoi c'était possible et tout. Derrière, c'était pas forcément prévu, mais forcément, la nouvelle de sa venue s'est ébruitée. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont amassés autour de la grille. Donc, autant des amoureux du football et peut-être de Kylian Mbappé que vraiment des fans du SMK. Mais toujours est-il qu'il est venu, qu'il a discuté avec certains d'entre eux, voilà. Et à la fin, du coup, il a aussi improvisé ce petit moment d'échange avec les médias, où il dit tout ce qu'il faut dire à l'instant T. Voilà, donc pour moi, il a tout bien fait. Après, on pourra dire, il fallait venir il y a 6 mois. Bon, voilà, machin truc. Toujours est-il qu'il est venu. Je pense pas que ça, on a bien la preuve que ça changera pas non plus forcément la fin de saison du SM Caen. Mais à l'instant T, voilà, tout un club et tout un environnement a repris confiance, en lien aussi avec la nomination de Michel Dazakarian. Et sur ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Après, malheureusement, je pense que ça ne changera pas l'issue de la saison. Je suis totalement d'accord en fait avec ce que dit Matt. Pour moi, en fait, c'est super difficile à analyser. Froidement ce qu'on a vu, parce qu'on est face à un coup de com ultra bien fait, quoi, ultra bien maîtrisé. Le gars maîtrise tout. En plus, quand on apprend que ça s'est décidé moins de 12 heures avant son arrivée, qu'il arrive et qu'il fait ça, franchement, on applaudit, bravo. Le discours, il est bon, comme le dit Gaëtan. Moi, je le trouve très bon dans la forme. Il n'y a pas une ligne à retirer. Voilà, je suis un peu plus circonspect. Enfin, en fait, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'urgence dans ce qu'il disait. Il était venu pour diffuser un message d'espoir, positif, d'apaisement, positif, voilà, c'est ça. Et en fait, la vraie question auquel on n'a pas vraiment de réponse, si ce n'est ce match nul, c'est qu'est-ce que ça change réellement. Et moi, l'autre question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a changé sur le terrain, mais qu'est-ce que ça change dans l'opinion publique en fait. Est-ce qu'il a réussi à racheter quand même l'image de cette nouvelle direction du Stade Malherbe ou pas? Est-ce que les gens considèrent toujours qu'il voit le Stade Malherbe comme son jouet? Est-ce qu'il a réussi à faire tourner l'opinion pour que les gens se disent en fait non, il est avec nous, il croit réellement, il est vraiment impliqué? Il lui dit qu'il a vu tous les matchs. Moi, je me demande toujours comment il fait, mais visiblement il a l'air sur le terrain depuis des semaines. Mais visiblement, il a l'air super sincère, donc on a envie de le croire. En accéléré, ça va plus vite. Moi, je trouve que là aussi la question de son implication au quotidien, elle est d'autant plus présente maintenant. Est-ce que lui il donne des directives? Ouais, après le grand changement que ça apporte à mes yeux quand même, cette prise de parole, c'est que le silence était assez terrible. Pas de lui personnellement forcément, mais des propriétaires, parce qu'il représente les propriétaires aussi, les nouveaux propriétaires du Stade Malherbe, qui s'étaient pas du tout exprimés depuis leur rachat du club en septembre dernier. Et le fait qu'il parle quand même, peu importe ce qu'il dit, en l'occurrence, on a plutôt tous trouvé que la prise de parole était bonne, mais le simple fait de parler, je trouve que ça enlève un petit peu ce sentiment que les supporters ont pu avoir d'indifférence des propriétaires. La question que je me pose justement par rapport à ça, c'est est-ce que justement avoir pris cette parole-là, ça excuse le fait qu'il y a eu 6 mois de flou et que si Malherbe se retrouve dans cette situation, ça efface pas, mais ça devenait impératif. Ça devenait quand même impératif, surtout dans la situation d'urgence du club, qu'ils prennent la parole. Parce que, du coup, est-ce que l'opération de rachat d'image qu'il fait quand même en venant d'ici, est-ce que ça marche réellement ou pas? Je sais pas dire. S'il descend en national, ça marchera pas. C'est toujours conditionné par les résultats. À la fin de la saison, si Malherbe descend en national, ils auront une pancarte sur le front, les nouveaux propriétaires, vous avez fait descendre le club en national. Et ils pourront pas se la défaire, cette pancarte-là, de la part des supporters, de la part de l'environnement. Voilà, ce sera impossible. Et le constat, il sera là, parce que vous êtes jugé que sur les résultats. Et à l'échelle de l'histoire du Stade Malherbe, 40 ans après la dernière présence au 3e niveau français,
descendre en national, ce sera la seule chose que les gens vont retenir, moi je pense. Là où c'est très fort, c'est quand même tout ce qui s'est passé dans cette semaine, cette espèce d'élan qu'ils ont quand même réussi à ramener en activant à peu près tous les leviers possibles. Changement de coach, venu de l'actionnaire majoritaire. Je sais pas, les supporters aussi, est-ce que ça a dû se faire en collaboration avec le club? Il a justement que la victoire. Mais franchement, quand le match commence contre Pau, on se regarde dans la tribune de presse et on se dit là, il se passe quand même un truc. On a senti que c'était passé un truc avant le match, effectivement, on s'est dit ça. Mais moi je trouve que ça a quand même inondé un petit peu le terrain. Après, c'est tard. Même, dans l'investissement, dans l'engagement, moi j'ai vu quand même autre chose que les semaines d'avant. Mais on part tellement loin. Et puis il faut que ça perdure. Et puis après, c'est tard. On part tellement loin qu'en fait, je trouve qu'il y a une réaction et un espèce d'électrochoc. Mais en fait, ça vous amène à un niveau qui vous permet pas du tout encore d'espérer, d'avoir des garanties sur une victoire aujourd'hui en Ligue 2. Ah non, parce que Kylian Mbappé il joue pas pour le SM malheureusement. Pour le il faudrait qu'il vienne toutes les semaines. Un petit prêt par le Real Madrid. Voilà, exactement. Juste le samedi, le jour du match de Ligue 2, il joue le dimanche en Liga, donc c'est bon, il y a pas de souci. Et puis il joue le mardi ou mercredi en Ligue 2. Après, il peut jouer une demi-heure, ça peut suffire. Mais 5 minutes, ça suffit. Non, mais voilà, après voilà, ça venu, voilà, tout le monde beaucoup de gens l'ont salué, c'était bien. Maintenant, ça ne gomme pas tout ce qui s'est passé avant, ça ne permettra pas de corriger tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Ça montre juste qu'il est, comme certains le disaient, visiblement assez impliqué. Maintenant, il y a plein de choses qui vont pas dans ce club-là. On verra à l'avenir comment ça se passe. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'après Annecy, les dirigeants, dans le sens large, ont pris conscience de la gravité et de l'urgence de la situation. Ce que nous on appelait de nos voeux depuis des semaines voire des mois, et que là tout d'un coup faut nommer un coach qui correspond à tel critère comme on l'a dit tout à l'heure. Bon ça tombe bien. Mbappé vient, il a une journée de repos au dernier moment après la Ligue des Champions. Bon, il en profite pour venir, parce qu'il y avait d'autres moments pour venir depuis le début de la saison. Et des jours de repos, il y en a eu d'autres, et la problématique de transport, elle concerne pas. Donc voilà. Donc on a eu l'impression que tout d'un coup cette semaine, il y a vraiment le risque de descendre. Ça m'a donné ce sentiment là. Il y a vraiment le risque, on va descendre en national. Donc là, on fait vraiment un peu ce qu'il faut. Même dirigeants de manière informelle qui discutent un peu avec les médias. J'ai vraiment trouvé que c'était mais sauf que pour moi c'est 10 fois trop tard quoi. Enfin, je leur souhaite pas, mais pour moi ils ont bougé trop tard, et ce qu'ils ont fait avant sur ce choix de Bruno Balthazar, conjugué au fait de séparer de Nicolas Sub, je pense qu'ils ont complètement raté le virage là de fin décembre début janvier, et qu'ils ont attendu beaucoup trop tard pour essayer de rectifier la trajectoire. Rouge et bleu, le coup de cœur. On a un nouveau rendez-vous depuis le début de la saison, soit un coup de gueule, soit un coup de cœur. Coup de cœur aujourd'hui avec le retour à la compétition d'Alexis Beka sous les couleurs du SMC Gaëtan Briard. Ouais, il y a encore des belles histoires et des bonnes nouvelles au Stade Malherbe. Ça fait du bien, honnêtement, de revoir le visage de ce joueur-là sur un terrain de foot. On le croise régulièrement à l'entraînement depuis quelques mois, mais le fait de le voir réenfiler un maillot de foot, qui plus est celui du Stade Malherbe, son club formateur, c'est très plaisant. C'est une très bonne nouvelle pour le joueur. C'est avant tout un retour au jeu, en fait, au plaisir pour lui. Je pense qu'il faut juste le prendre comme ça, et je pense qu'il le prend comme ça aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie et les soucis personnels qu'il a pu avoir au moment où il jouait pour l'OGC Nice. Donc c'est aussi une main tendue, ça récompense une main tendue de la part du Stade Malherbe, il faut quand même le dire. C'est un joueur qu'ils ont repris à l'entraînement il y a quelques mois. C'est un joueur à qui ils ont fait signer une licence amateur. Donc il évolue avec la réserve, que ce soit à l'entraînement et en compétition. Et on peut considérer de manière assez implacable que rien ne les y obligeait finalement. Les dirigeants ont tout de suite dit oui. Lui, il avait besoin de retrouver ce contexte-là à Caen précisément pour se sentir bien dans ses baskets et pour se reconstruire petit à petit. Voilà, pour moi, il ne faut pas y voir le retour en fanfare d'un joueur à la compétition. Il faut juste y voir, je pense, le plaisir de voir rentrer un joueur en jeu après tout ce qu'il a connu. Mon joueur avec un mot, c'est respect à la fois pour Alexis Beka et à la fois pour le Stade Malherbe. On dit parfois qu'il y a des choses qui marchent pas dans ce club-là. Ce qu'a fait le club pour ce garçon, je trouve ça admirable, et c'est un peu dans la lignée de ce qu'il fait aussi sur ses actions sociales. L'autre fois, j'étais à l'entraînement, j'ai vu un enfant malade dans la situation actuelle, avec des étoiles plein les yeux, recevoir des embrassades de Andrea, son idole. Voilà. Enfin, on peut se dire que malgré tout ce qui est un peu horrible et terrible autour de Malherbe en ce moment, et voir que le club garde quand même ce côté famille, ce côté utilité sociale, moi ça me fait dire que même si un jour, à la fin de la saison, Malherbe
continuer en national, il sera toujours utile pour son territoire. Il aura toujours des valeurs qui, même avec tous les changements, sont quand même conservées par ces actions-là. Alexis Beka qui a joué 25 minutes ce samedi 22 février à Venoy avec la réserve du SMC contre Grand-Quevilly. Un mot sur sa prestation au poste de sentinelle, juste devant la défense. Il évolue à son poste. C'était pas le meilleur match de la réserve du Stade Malherbe. Un moment difficile du match, il est rentré quand même. Voilà. Donc il y avait 3-0 voilà, pour Grand-Quevilly. Il y avait 3-0, ça fait 4-1 pour Grand-Quevilly. Voilà, je sais pas, je me permettrai même pas de porter un jugement sur la qualité de la prestation, ni d'Alexis Beka ni de celle de la réserve du Stade Malherbe. Voilà, je pense que c'est pas très important. Voilà, il est rentré et juste pour ajouter, c'est vrai que c'est un geste de l'ensemble des composantes du Stade Malherbe auquel il faut associer quand même toute l'équipe éducative du centre de formation, qu'elle soit sportive ou comme on appelle ça la vie au centre. Voilà, et aussi Nicolas Seub qui, au moment de son retour sur les terrains d'entraînement, a été partie prenante justement dans ce retour-là. Donc voilà, je pense que l'esprit de Malherbe et son fameux ADN, il est principalement chez ces gens-là. Mais c'est vrai que quand vous voyez tout ce qui s'est passé autour du retour d'Alexis Beka chez les supporters et dans l'environnement, quand vous voyez toute cette passion au stade samedi, quel gâchis, encore une fois, enfin j'y reviens, mais ce qui risque très fortement de se passer le 10 mai prochain, week-end du millénaire de Caen, au passage, pour ajouter un symbole un peu malheureux, c'est un beau gâchis. Alors, il faut jamais dire jamais, encore une fois, je veux pas être trop catégorique, c'est qu'un avis personnel, mais il faut, même s'il y a 7 ou 8 victoires, il faut s'imaginer aussi que les concurrents, ils en gagnent que 3 ou 4. Voilà, faut pas se dire qu'il y a que seulement une performance à faire, faut aussi compter sur les mésaventures des autres. Mais c'est vrai que quand on voit, on a senti, on en parlait tout à l'heure, cet état d'esprit et cette espèce d'ambiance au stade samedi, moi j'ai vu une ambiance de fête, on pouvait vraiment croire que c'était une équipe qui jouait la montée qui était soutenue, quoi. Moi, ça me rassure un peu en fait sur le côté national, en me disant que même si ça arrive, ce club il mourra pas parce qu'il y a tous ces gens-là et que c'est peut-être qu'un chapitre dans l'histoire de la vie longue de ce club-là, et qu'un jour ça remontera et qu'ils auront enfin peut-être droit au bonheur qu'il aurait un peu enlevé depuis ces 5 dernières années en tout cas. Donc franchement, il y a quand même une note d'espoir quand même dans tout ce qu'on vit. Il y a la passion qui reste. C'est ça. Et au final, il y a aussi des clubs, regardez Strasbourg, qui sont repartis des méandres et qui ont réussi. Donc peut-être que Malherbe fera pareil aussi. De toute façon, pour le moment, c'est sportivement encore possible. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à en parler comme si j'essaie d'être positif parce que Valentin me semble encore touché, comme il y a 15 jours. Au prochain podcast, on en saura plus. Plus les matchs avancent, plus on dit il faut 7 victoires et plus maintenant c'est 7 victoires sur 10. Un jour, il faudra 7 victoires avec 5 matchs. Il va rester moins de matchs que de victoires à aller chercher. Ouais. Place à la devinette. Prochain match pour le SMC, on l'a dit, le 28 février à Clermont. Le numéro 12 de Clermont, c'est Damien Da Silva, joueur du SMC de 2014 à 2018. Merci, Joris. Combien de buts a-t-il marqué pour les Rouges et Bleus ? Je vais vous aider, entre 5 et 15, de 2014 à 2018. 10. Ce sera 7 pour moi. Et pour Mathieu ? Allez, 8. C'est 7. 7 en 137 matchs. Comme de par hasard. Non, promis. Je vais parler en privé, mais... Merci pour le texto. Bien sûr. Non, c'est que par Comme WhatsApp. par hasard. Depuis l'arrivée de Bruno Balthazar, on essayait dans ce podcast d'apprendre le portugais. On s'était notamment penché sur le mot adieu. C'était annonciateur, adeus ou adeush. Finalement, c'est trop dur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, l'apprentissage de cette langue. On va se mettre maintenant à l'arménien. C'est pour Michel Derzakarian, franco-arménien. Bienvenue, ça se dit Bari Galoust. Bienvenue, ça se dit Bari Galoust. Apparemment, c'est encore plus compliqué, l'apprentissage de l'arménien. Comparé au meilleur avenir à Michel Derzakarian qu'à son prédécesseur. Les autres formations malherbistes également à l'honneur dans cette émission. On l'a dit, la défaite ce 22 février de la B du SMC en N3 face à Grand-Quevilly. Une gifle 4-1 infligée par les Sénomarins. Prochain match pour les joueurs de Romain Leroux le 8 mars. Ce sera à l'extérieur, à Divcabourg, au classement de N3. Malherbe est 7e, c'est pas trop mal. Et puis en D3 féminine, les filles de Chloé Charlot vont recevoir Roubaix le 2e. Ce sera le dimanche 2 mars. Le SMC qui est 9e sur 12. Malherbe qui joue le maintien avec tout de même plus de sérénité que la saison passée, mais toujours sans grands moyens. Voilà, c'est la fin de cette émission, fin du match. Merci à nos podcasteurs, Mathieu Billot de Foot Normand, ainsi que Gaëtan Briard et Valentin Pinault de Ouest France. Merci également aux auditeurs de nous écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. En principe, le prochain numéro de Rouge et Bleu sera disponible dès le lundi 10 mars. Voilà, vive le foot, vive la Normandie, vive Michel, vive l'Arménie, vive Kylian aussi. Et allez Malherbe!